me présente, Angèle Delatour, je suis la directrice de l'écomusée du Véron et du Carrois Musée à Chinon maintenant. Voilà, un petit mot d'accueil pour vous dire que nous sommes ravis encore une fois de participer au Festival des nourritures élémentaires et d'accueillir Monsieur Beuchet ce soir pour une conférence autour des cartes à jouer. Habituellement, en fait, cette occasion de l'accueil de la conférence est aussi un moment de découverte en fait, des expositions à l'intérieur du musée. Cette année, ça me semble un petit peu compliqué, compte tenu du planning des événements du festival. Si toutefois, au moment de la dégustation, vous souhaitez aller découvrir l'exposition, n'hésitez pas. Elle s'appelle Chute, Femmes, Silence et Paroles. Vous l'avez peut-être déjà découverte ou pas. Nous avons également un catalogue qui est sorti tout récemment en lien à cette exposition-là. Donc n'hésitez pas, il y a cette exposition ainsi que les collections permanentes de l'écomusée que vous pouvez voir. Et profitez de ce petit temps de passage pour découvrir nos collections. Voilà. Je vous laisse la parole. Alain. Merci Angèle de ton accueil. Donc voilà, nous sommes en pays de Véron, comme l'écrit Rabelais. Et donc ce soir, donc, la configuration est particulière, nous en parlons tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a deux événements sur le même créneau horaire, c'est pour permettre justement à chacun de pouvoir trouver sa place. Mais comme vous l'avez considéré, nous avons traversé une période un peu complexe. Donc ça, c'était la période d'avant, où il y avait une affluence toujours importante. Elle est toujours là aussi, mais il y a quand même plus de réticence. Et donc il s'agit de reprendre le rythme. Mais ce rythme suppose un temps. Et donc voilà, nous contribuons, je pense, à travers la programmation culturelle de nos sites et à travers également le Festival de nourritures élémentaires, à reprendre des habitudes qui nous étaient communes auparavant et qui nous restent un peu exceptionnelles encore aujourd'hui. Voilà. Ce préambule étant fait, nous allons passer maintenant à la conférence de Gwenaëlle Beuchet, que nous avons le plaisir d'accueillir. Alors l'échange s'est produit une première fois autour d'une acquisition du Pantagruel Parderin au format carte à jouer, donc ça c'était pour le musée de la Devinière. Et en discutant, nous avons trouvé que le thème autour des jeux s'apparentait bien aux cartes. Et Gwenaëlle est attachée de conservation donc, au musée d'Issy-les-Moulineaux, qui est le musée français de la carte à jouer, et a contribué également par plusieurs fois à être commissaire d'exposition, notamment autour des cartes à jouer de l'Inde et autour de la cartomancie, donc en 2019. Et prochainement, il y a, on parlait tout à l'heure, un projet, une très belle exposition autour du tarot enluminé à la Renaissance, qui sera présenté à la fin de cette année, comme prévu. Donc le musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux est un musée qui est fondé sur une première collection qui a été offerte à la ville et, en 1930 et qui a constitué le noyau dur, si je puis dire, de ce musée créé dans les années 80. Donc là, elle va nous parler des jeux de cartes de Gargantua, dans l'œuvre de Rabelais, avec cette évocation et ce propos. Donc, je vais vous laisser procéder. Je vous souhaite une belle écoute et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre dans les pérégrinations qui vont venir dans les jours qui se succèdent. Et n'oublions pas la joie prodiguée par le fait de se retrouver. Voilà, donc bonne écoute à vous et au plaisir de pouvoir échanger durant ces jours. Merci, Gwenaëlle. Merci. On profite pour remercier également l'association Chinon, la ville de Chinon, le syndicat des vins et l'écomusée de m'avoir invité. Pour moi, c'est une très, très belle occasion de revenir sur ce texte de Gargantua, et notamment le chapitre 22 dans l'édition de 1542, parce qu'apparemment, je ne suis pas du tout un spécialiste de Rabelais, mais il y a une première édition, et ce chapitre 22 apparaît que en 1542, mais pas en 1534.
Donc cette liste de jeux, il y a à peu près 215 jeux, elle est extrêmement intéressante parce que ça nous donne un peu une photographie des jeux pratiqués au milieu du XVIe siècle en France. Et surtout, dans cette liste de 215 jeux, il y a un peu plus d'une trentaine de termes qui se rapportent aux cartes à jouer. Et donc dans l'histoire des cartes à jouer, c'est un texte qu'on cite souvent à propos de... Parce que c'est beaucoup de termes qui rentrent dans la littérature française avec Rabelais, et des jeux qui sont nommés, disons, pour la première fois. Donc il y a le jeu d'Alouette, que peut-être certains connaissent, puisqu'il y a je ne sais pas si c'est un écomusée aussi, enfin le musée de Chouzé, pardon, le côté de la Loire, je crois, qui évoque aussi l'Alouette, qui est jouée par les gabariers, comme on parle également, enfin les bateliers de Loire, comme on parle aussi également Rabelais dans Pantagruel. L'Alouette, il y a le tarot aussi qui est cité, il y a le piquet sous un autre nom. Enfin, tout ça, c'est des jeux qui ont été amenés à avoir une longue histoire, qui sont encore pratiqués aujourd'hui. Et donc, c'est un texte qui est souvent cité. Alors, sur les 215 jeux, il y a, donc c'est une espèce d'inventaire. En fait, on va avoir des jeux de devinettes, des comptines, des jeux d'adresse, des jeux de plein air, des jeux de table comme le trick-track ou les échecs, et puis des jeux de cartes, donc j'avais dit une trentaine de termes de jeu. Ça peut sembler beaucoup. Sans doute, derrière ces termes, on va le voir, enfin, il y a beaucoup de synonymes, il y a beaucoup de noms différents pour un même jeu, de même que parfois on a plusieurs jeux pour un même nom. Bon, c'est des termes qui ne sont pas tous documentés, des fois ce sont des termes qui correspondent à des combinaisons du jeu, hein, comme on parle du brelan, ça peut être à la fois une combinaison dans telle règle de jeu, mais ça peut être aussi le nom donné au jeu lui-même. Mais on va voir, ça sera dans la deuxième partie, un petit peu les différents types de jeux de cartes qu'on peut retrouver dans cette liste. Alors les cartes à jouer, ce qu'elles apportent d'extrêmement nouveau, important, et je vais être amené à revenir un petit peu en arrière pour parler de l'introduction des cartes à jouer en Europe. C'est un jeu en fait totalement nouveau et qui va prendre sa pleine expansion à partir du XVIe siècle. C'est un certain nombre de raisons. Parce qu'elle apporte une nouvelle façon de jouer. En fait, jusque-là, on va avoir des jeux de hasard du type jeu de dés, ou d'un côté, et puis de l'autre côté, des jeux de réflexion type jeu d'échecs. À chaque fois, ce sont des jeux où les informations sont identiques pour l'ensemble des joueurs. Si vous jouez au dé, tous les joueurs ont les mêmes informations au même moment. C'est au moment où on a lancé les dés, on voit le résultat. Après, le joueur doit les utiliser à sa convenance. Ou aux échecs, c'est pareil, il n'y a rien de caché. Par contre, avec les cartes, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des cartes en main, c'est des jeux qu'on appelle information incomplète, c'est-à-dire que vous disposez d'informations que les autres joueurs n'ont pas. Et ça va avoir c'est quelque chose de totalement nouveau et qui va beaucoup inspirer évidemment les joueurs, enfin, et toute cette combinaison avec ces cartes, je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure sur les cartes. Enfin voilà, on va avoir une multiplication de façons de jouer, de règles de jeu qui sont déterminées par ce type de... ça peut paraître rien, mais enfin, le fait que voilà, vous avez une face à côté qui est uniforme, et vous ne pouvez pas savoir ce que les autres joueurs ont dans leurs mains, ce qu'ils peuvent faire. Alors, dans cette liste, voilà. Donc ça, c'est une édition de 1542, donc c'est le début du chapitre 22. Et on a le début de cette liste, elle est beaucoup plus longue, on voit un peu en transparence les autres noms de jeux qui figurent. Mais là, il y a à peu près l'ensemble des termes qui se rapportent aux cartes à jouer. Ils sont au tout début.
C'est quasiment le début de la liste. Là, on a le flux, la prime, tout ça, c'est des jeux qui seront beaucoup représentés. Je vais y revenir. On va trouver la triomphe, le sang en troisième ligne au milieu, qui va donner le piquet. Enfin, voilà, les tarots, la muette, etc. Alors, je sais pas. Voilà. Donc, il y a, à peu près, un petit peu après, on a aussi un autre type d'inventaire visuel avec ce tableau de Bruegel qui s'appelle Les jeux d'enfants. Donc, il y a aussi cette volonté, comme pour Rabelais, d'inscrire, chacun à sa façon, en fait, l'ensemble des jeux de leur époque. Là, on va voir qu'il n'y a, par contre, c'est les jeux d'enfants, il n'y a pas de cartes à jouer, sauf, j'ai agrandi ici, en fait, les deux petits personnages qui sont là, et qui sont en fait par ici, qui ont des petits moulins à vent à la main, et qui sont faits, alors je vais vous montrer, je ne sais pas pourquoi ça... Oui. Voilà, on a un tableau alors qui est le milieu du XVIe siècle, alors aussi plus ou moins contemporain donc de Rabelais, le raccommodeur de Soufflet. Et on voit ces petits moulins à vent qui sont fabriqués à partir de cartes à jouer. On voit un as de trèfle, on voit une carte aussi ici. Alors il faut dire que ces fabricants de cartes ont acquis en fait un savoir-faire. On dispose, on va voir que ça va avoir de multiples utilisations après, de détournement des cartes à jouer, mais ils font des petits cartons rigides, opaques, etc. Donc ça va donner lieu aussi à toutes sortes d'usages qui ne seront pas forcément d'usage pour les cartes à jouer. Alors le moulin à vent, c'est aussi, on va le retrouver, je ne sais pas s'il y a des images dans ce que j'ai choisi, ce que j'ai surtout choisi, vous verrez plutôt des scènes de joueurs, mais ce petit moulin à vent, il est souvent associé par exemple dans les tarots au fou, à la folie, enfin tout ce qui a trait au vent. Le fou est souvent représenté avec des grelots, on va voir une cornemuse par exemple, enfin voilà, tout ce qui est de ce qui est gonflé, de ce qui est trait au vent. Le fou va être représenté par exemple dans certains tarots avec des plumes d'oiseaux, enfin voilà, donc ce côté volatile, voilà, pour signifier plus ou moins une forme de folie. Alors, pour expliquer cet attrait des cartes à jouer, je vais revenir un petit peu en arrière pour faire un petit historique des cartes à jouer. Alors les cartes à jouer, elles apparaissent en Europe à partir des années 1370. Enfin, à partir des années 1370, on va trouver de plus en plus de références aux cartes à jouer. Ça peut être des lettres de rémission, parce que suite à des condamnations, par exemple, suite à des bagarres dans des tavernes, par exemple, ou des condamnations, donc ça va laisser des traces écrites. On va avoir des sermons aussi contre le jeu, des choses comme ça. Donc on sait qu'il y avait des cartes à ce moment-là. D'abord Italie, Espagne, puis après la Suisse, l'Allemagne, ça va remonter. En gros, en une vingtaine d'années, on va en avoir dans toute l'Europe. Mais on n'a pas de cartes, on ne sait pas à quoi ressemblaient ces cartes. Les toutes premières cartes qu'on connaît, c'est celle-ci. Il y a aussi des cartes qui ressemblent un petit peu à celles qui sont à la feuille de carte Moretz qui est à gauche, des cartes qui se trouvent au musée Benaki à Athènes, et qui, sans entrer dans les détails, mais qui sont datées du XIIIe siècle, mais la datation est assez douteuse parce que ce serait complètement unique. Enfin, on n'a aucune référence, et tous ceux qui parlent de jeu, avant cette fin du XIVe siècle, à aucun moment il ne fait référence aux cartes à jouer. Donc c'est probablement postérieur. Et sans doute la datation, ils disent qu'ils ont daté ces cartes sur des questions stylistiques, mais vous le verrez, enfin, vous allez le voir très vite, dans le domaine de la carte à jouer, on est très très conservateur, et c'est très important. C'est important pour les joueurs parce qu'il faut pouvoir reconnaître assez vite les cartes.
On n'a pas d'index, on n'a pas de petits signes au début, on a des choses comme ça. Donc on reconnaît vraiment, au dessin. Ce qui fait qu'on va avoir des modèles régionaux, mais ces modèles régionaux vont être assez constants, disons, au fur et à mesure des siècles. On va voir. Alors on a ces cartes mauresques, et puis également celles-ci. Alors celles-ci, elles sont conservées au musée Fournier de Naipes, le musée de la carte à jouer qui est à Vitoria, dans le Pays Basque espagnol. Les autres sont à Barcelone. On voit cette influence mauresque. Là, il y a un casque nasride, donc c'était les musulmans, dynastie musulmane d'Espagne. Et c'est ce que disent les premiers textes quand on parle de l'introduction des cartes à jouer, c'est que ça viendrait des Sarrasins, donc probablement du monde arabe. On dit aussi, on pense, pour un certain nombre, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, que peut-être au-delà, ça viendrait peut-être de Chine, mais en fait, on a très peu d'éléments concrets. En Chine, on parle de jeux à partir de papier, mais est-ce que c'était des cartes? On ne sait pas vraiment, et surtout, est-ce que c'était des cartes telles qu'on les conçoit, c'est-à-dire avec des suites hiérarchisées, avec figures ou pas, mais figures et puis des cartes numérales? En fait, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Et on n'a pas de cartes anciennes, aussi bien en Chine qu'en Inde, que dans le monde perse. Dans les plus anciennes cartes indiennes, par exemple, il y a une tradition de cartes qui date du XVIIe siècle. Les plus anciennes cartes, et encore, on pense que ce sont des cartes à jouer en Iran, elles datent du début du XVIe siècle. En Chine, c'est pareil, c'est toujours très postérieur aux premiers témoignages européens. Donc c'est très difficile de retracer, de refaire la généalogie de ces cartes. Surtout qu'il y a aussi un mouvement inverse, c'est-à-dire que très vite, je vais vous montrer tout à l'heure des exemples, mais très vite aussi les Européens qui partent, qui font des comptoirs en Inde, au Japon, en Amérique, ils vont apporter aussi leurs cartes. Donc en fait, toute cette origine des cartes, elle est un peu confuse. On ne sait pas très bien. Alors évidemment, en Chine, il y avait déjà l'imprimerie, il y a des textes qui sont un petit peu... voilà, qu'on a du mal à interpréter, mais qui ont fait dire à certains que peut-être il y avait déjà des cartes à jouer, mais on n'est pas du tout sûr que ça ressemble à ce type de cartes. En gros, on va avoir trois grandes familles de cartes à jouer. Les cartes européennes et tout le monde musulman du bassin méditerranéen, où on va avoir ces trois figures et puis les cartes numérales. On a un autre grand ensemble qui sont les cartes indo-persanes, qui sont des cartes rondes avec deux figures, et puis également des cartes numérales et beaucoup plus de suites de cartes, en général 8, 10, 12. Et puis les cartes chinoises, qui, vous voyez, c'est d'autres modèles, mais voilà, qui sont aussi très caractéristiques. Ce qui est intéressant par rapport à cette histoire de circulation, c'est que les cartes japonaises, par exemple, telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est des cartes qui dérivent des cartes européennes. Et s'il y avait vraiment une origine chinoise, les Japonais ont apporté la plupart de leurs jeux à la Chine, on pourrait trouver aussi des traces de cartes qui seraient inspirées par les cartes chinoises, mais on ne les connaît pas. Alors, en Europe, donc les premières cartes, les enseignes, ça va être coupe, épée, bâton et denier. On trouve encore ça aujourd'hui en Italie, en Espagne, et puis dans la région peut-être, en tout cas à une époque, avec le jeu de l'alouette, qui était un jeu à enseigne espagnole. Et ça va évoluer. Donc dans les pays germaniques, on verra des exemples, mais on a cœur, grelot, feuillet gland. Donc c'est un autre type de carte. Et puis en France, à partir des années 1470, donc à peu près, pour autant qu'on sache aujourd'hui,
peu près un siècle après l'introduction des cartes à jouer en Europe, on va avoir ces cartes à enseignes françaises. Alors là, on voit qu'il n'y a pas les enseignes. On voit l'emplacement qu'il y avait, parce que les enseignes étaient faites au pochoir. Et il y a un petit emplacement qui était réservé pour mettre ces enseignes. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, c'est presque le prototype. Alors ça, c'est une planche qui est au musée de la carte à jouer, et qui est aussi à l'origine du musée, puisqu'elle fait partie de cette donation dont on a parlé tout à l'heure, de 1930. Donc c'est un très beau jeu, on voit par la gravure, quand même déjà assez luxueux, même si on est dans un jeu imprimé, avec des noms déjà, je ne sais pas si vous voyez, alors, voilà. Là où il y avait ça correspond aux cartes avec lesquelles on joue aujourd'hui, même si le dessin s'est progressivement un petit peu simplifié et peut-être moins gracieux qu'à l'époque. Et puis on voit que les enseignes sont posées un peu n'importe comment, à gauche ou à droite. Donc on a les noms des figures qui sont mises un peu aussi où il y a de la place. Et tout ça, petit à petit, ça va se rationaliser, se standardiser. Enfin, c'est toute l'histoire des cartes à jouer. Les noms, en tout cas que vous voyez, donc on trouve toujours aujourd'hui sur les cartes françaises, la plupart viennent de la galerie des Neuf Preux. Cette galerie des Neuf Preux, c'était aussi un thème iconographique que sans doute vous connaissez, puisqu'il y a les fameuses tapisseries pas très loin au château de Langeais, où sont représentés. J'ai mis après. Voilà, ça c'est une des tapisseries qui est au château de Langeais. Alors c'est le roi Arthur. Alors, Arthur, il n'est pas sur les cartes à jouer, mais on va retrouver, voilà, quand j'ai mis là où il y a un petit carré, c'est les tapisseries, et les lettres, c'est pour roi ou pour valet qu'on va retrouver sur les cartes à jouer. Alors, Judas Maccabée, il est dans les premières cartes, il est donc sur cette planche que je vous ai montrée de 1930, mais il va disparaître à un moment donné pour pouvoir y mettre le nom du fabricant. Et puis à un moment donné, on va réintroduire un autre nom qui sera Lancelot. Donc sur les cartes, on a Lancelot, mais il n'a pas il est beaucoup plus récent, je pense que c'est le 17e, fin 17e, quelque chose comme ça. Alors les premières, alors ça c'est une des toutes premières représentations de jeux de cartes, si ce n'est, a priori la première. Elle se trouve dans un manuscrit qui est à la British Library. Alors le texte est plus ancien, il date de la fin du XIVe siècle. Il y avait des emplacements qui étaient laissés pour des illustrations, et a priori les illustrations sont un petit peu postérieures, et là on pense que c'est sans doute début du XVe siècle. Donc on voit, donc autour de 1400, donc on voit d'ailleurs qu'il joue avec des cartes latines, donc coupe épée, bâton denier, comme les premières cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. On voit là les deniers, on voit lui, il a des bâtons sur ces cartes, c'est pas piqueur carreau trèfle. Donc ça va perdurer pendant le XVe siècle, et ça va rapidement disparaître. On voit aussi, donc on voit un roi couronné à droite, donc c'est la haute société aussi qui joue. De toute façon, pour les cartes, c'est un certain coût, mais ça va rapidement, une fois que les cartes sont un petit peu usées, on s'en débarrasse, elles sont récupérées, voilà, et puis petit à petit, il va y avoir une production de cartes moins coûteuses, disons, qui va permettre progressivement la vulgarisation, disons, des cartes à jouer. Alors ça, c'était en Angleterre. Là, c'est un autre exemple, une fresque. J'ai essayé de faire vraiment montrer qui m'intéressait là, j'avais envie de vous montrer des scènes vraiment de jeu, pour voir qui joue, éventuellement essayer de voir à quoi, plus que vraiment montrer des cartes à jouer. En tout cas, là aussi, c'est un petit peu l'aristocratie. Ça, c'était au château, dans un château à Parme. Je crois que maintenant la fresque doit se trouver, elle était déposée et réinstallée à Milan. Mais donc on voit aussi un peu l'aristocratie. Donc ils jouent à une espèce le trick-track. Et puis on voit aussi que c'est sans doute un jeu de plis. On voit les cartes sur
sur la table, on verra tout à l'heure, je détaillerai un petit peu les différents types de jeux qu'on peut retrouver. Donc là, on est en Italie. Là, c'est une petite miniature. Donc là, on est sans doute en Europe du Nord. Donc, toujours, hein, on est à la cour. Enfin, on a un personnage couronné. Et puis des joueurs de dés. Puis au premier plan, des joueurs de cartes. Et là, ce sont des cartes, entre guillemets, à enseigne française. C'est donc piqueur carreau trèfle. C'est ces cartes-là qui vont ensuite être exportées dans le monde anglo-saxon et qui vont avoir leur propre modèle de cartes qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Si vous jouez au poker, vous jouez avec des cartes à enseigne française, piqueur carreau trèfle, mais qui ne sont pas les figures nommées qu'on montrait tout à l'heure. Donc c'est les deux principaux modèles de cartes qu'on trouve aujourd'hui, et même maintenant partout. Même si vous allez en Chine, par exemple, je ne vous montrerai pas de cartes chinoises, mais la plupart des Chinois jouent avec des cartes occidentales maintenant, et même en Inde, c'est la même chose. Ils ont une tradition de cartes mais qui a quasiment disparu. Voilà. Un autre exemple, là on est en Suisse, une tapisserie, donc toujours pour montrer voilà, que ces jeux sont très prisés par la noblesse. Et ça a beaucoup contribué aussi à cette diffusion du jeu, puis à leur donner une certaine notoriété, une certaine aura. Mais ils ne sont pas les seuls. Alors, un autre très bel exemple aussi, là c'est Augsbourg, une île sur toile. Alors là, j'ai mis un détail, en fait, on voit, pour montrer la place que prennent ces cartes. On a un espace en un temps quand même relativement court. Là, on a une petite scène de jeu qui est ici. Ça fait partie en fait des divertissements hein, de l'aristocratie. Et puis on a aussi le carapaçon alors on ne verra pas très bien du cheval là, qui participe à la joute, qui est recouverte de cartes à jouer et qui sont des cartes, elles, de type germanique, avec des cœurs, je ne sais pas si on voit très bien, mais enfin le dessin, ce sont des cartes à jouer. Mais donc voilà, donc, la noblesse, mais aussi les gardes, c'est dans le Castello Chaland, donc c'est dans le Val d'Aoste, et c'est un décor dans la salle des gardes. Donc là, ce sont aussi des gardes qui jouent. Il y a aussi des femmes. On va avoir aussi beaucoup de scènes avec des femmes qui jouent, sans doute parfois liées au lieu où on joue, c'est la taverne, enfin, donc c'est aussi les lieux de débauche entre voilà. Et donc assez vite on va, et notamment l'Église va prêcher contre le jeu comme source évidemment de dévoiement. Là c'est Jean de Capestran, donc à Bamberg en Allemagne, et qui va entraîner en fait on va brûler des milliers de jeux de dés, de tables, des jeux de cartes. Donc on voit une espèce de bûcher, puis sans doute la coiffe, je suppose, ça je ne sais pas si quelqu'un peut me dire, mais je pense que ça c'est une espèce de coiffe, sans doute une coiffe d'une élégante, enfin on voit que les femmes dans la foule sont plutôt voilées, enfin, bon. Je ne sais pas très bien. Enfin, voilà, tout ce qui est lié, en tout cas, à ce monde du jeu est feu. Alors, la condamnation, elle vaut plutôt pour les plus pauvres, parce qu'évidemment, on n'accepte pas que ceux qui n'ont rien se permettent, entre guillemets, de n'avoir encore moins. Mais par contre, il y aura une beaucoup plus grande tolérance pour l'aristocratie qui, elle, peut se permettre de dépenser des sommes parfois très très grandes. Alors, jusqu'à XVIIIe siècle, hein, sous Louis XIV, par exemple, la noblesse peut dépenser des sommes astronomiques, mais il y aura une tolérance, parce qu'entre guillemets, ils ont les moyens de... Non, ça. Ça, ce sont, je ne vous ai pas encore montré de près, quelques exemples de cartes germaniques, alors celle-ci du XVIe siècle.
On voit aussi peut-être une influence un petit peu musulmane avec le personnage, le cavalier qui est enturbané, qui est sans doute qui correspond au roi. Donc on a, là les enseignes c'est cœur grelot, feuillet blanc. On n'a pas roi, dame, valet, mais on a roi, cavalier supérieur, cavalier inférieur. C'est le même rôle, il n'y a pas de différence. Là, on reconnaît le cavalier supérieur, donc le valet supérieur qui correspond à notre dame, l'enseigne elle est en haut, et le valet inférieur qui correspond à notre valet, l'enseigne est en bas. Et puis on a des décors pour penser un petit peu aussi à l'univers rabelaisien, un peu scatologique, et puis avec le cochon qui est représenté là. Alors on dit que les jeux allemands se caractérisent justement par des petites scènes souvent burlesques en bas des cartes, très très jolies. On n'a pas forcément ça sur les cartes françaises. Et ça viendrait de la SWAB en Allemagne, où on organisait des jeux, pas forcément des jeux de cartes, mais où il pouvait y avoir un peu en prix des cochons. Alors là, c'était associé à ce monde du jeu. Ça, c'est un autre jeu aussi, donc contemporain de Rabelais, et même pratiquement de très peu d'années près de Gargantua. Alors c'est un jeu très très luxueux qui a été commandé qui avait été fait pour un prince de la famille d'Este en Italie, mais qui a été gravé en Allemagne par Peter Flottner. Donc voilà, on a le 3 de blanc, hein, le 9 de blanc, etc. Enfin, et donc des petites scènes un petit peu, voilà, soit un petit peu cette idée du monde à l'envers, et puis de ce trait, comment dire, lié à la culture populaire, et puis bon voilà, on voit encore une scène un peu scatologique, la femme qui bat son mari, enfin des choses comme ça. La carte à jouer rentre vraiment dans la culture. On a ce tableau, alors je vais montrer un petit détail, ce tableau de Bruegel, c'est le tableau sur les proverbes flamands, où on voit qu'il y a déjà aussi des proverbes liés à l'usage des cartes à jouer. Donc là, c'est ici. Bon voilà, donc ça représente un peu l'idée du fou. Donc les fous reçoivent les meilleures cartes, ça voulait dire aux innocents les mains pleines, cela dépend de la manière dont tombent les cartes, référence au hasard. Enfin voilà, donc déjà, la carte est vraiment devenue un objet culturel. Donc ça c'était en Europe, ça c'est un petit exemple justement pour vous dire ce que je vous disais tout à l'heure, que ces cartes elles vont être exportées dans le monde entier, et on va voir aussi bien à gauche des cartes fabriquées au Mexique, devenues espagnoles, donc on a des cartes comme les toutes premières cartes que je vous ai montrées, et puis ces cartes qui sont du XVIe siècle aussi au Japon. Et ce sont ces cartes, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe, le Japon va se fermer à l'Europe. Et finalement, ce sont ces cartes qui, petit à petit, vont être stylisées par les artisans japonais. On va voir, si vous trouvez des cartes japonaises aujourd'hui, qui s'appelle Nikorifuda, Kabufuda, etc., on va reconnaître les enseignes coupe, épée, bâton, denier de manière extrêmement stylisée. L'idée étant de faire oublier un petit peu la référence européenne. Bon, thème avec des soldats, donc voilà le jeu vraiment associé aussi à ce monde des soldats qui vont contribuer à la diffusion des jeux. Mais là, on pille, peut-être on viole, et en même temps on joue. Enfin voilà, le jeu est vraiment associé aussi à cet univers-là. Il y a toujours une espèce d'ambivalence et puis de traitement qui est différent selon qu'on joue, qu'on est dans un milieu de cours ou dans un milieu plus populaire. Voilà, ça c'est la scène des batailles à l'Escorial à Madrid, donc 1490, encore au XVIe siècle, donc des soldats en train de jouer.
Là aussi, on voit encore des soldats qui jouent avec des cartes germaniques. Donc maintenant, vous les reconnaissez en bas. Donc, Georg Radjeb, lui, il est aussi intéressant. Georg Radjeb, c'est un bourgeois, mais qui va prendre fait et cause pour une révolte des paysans en Allemagne à ce moment-là, qui va être alors, avec derrière le protestantisme, et en fait qui va être durement réprimé. Lui-même, Radjeb, à peu près 4 ou 5 ans après avoir fait ce tableau, il va finir écartelé. Et Luther, donc, lui-même va un peu se désolidariser de ces paysans. Mais on sent en tout cas pour un certain nombre de catégories de personnes, donc il y a Rabelais aussi cet amour, ou en tout cas ce lien avec ce monde-là. Voilà. Donc on voit justement ce monde populaire qui va être beaucoup représenté, notamment. Alors là, c'est Peter Baltin, c'est un peu dans le même filière, dans le même esprit que Bruegel. On ne voit pas très bien, mais c'est un tableau assez extraordinaire où on voit toutes sortes d'activités à la kermesse. On peut rentrer dans les détails. D'ailleurs, j'incite à aller, donc je crois que ça doit être sur le site du Rijksmuseum. On peut voir ce tableau. Il est en telle qualité en fait, qu'on peut vraiment rentrer dedans. On peut voir toutes les petites scènes, etc. Et donc là, on a une petite scène ici, voilà, des joueurs de cartes. On ne sait pas s'il a perdu, enfin, il y a même des cartes par terre. Bon, le fait aussi qu'il y ait des cartes par terre, ça montre aussi, de certaine manière, le fait que la carte à jouer est devenue un objet assez du quotidien. Ce n'est plus l'objet précieux des débuts. Ça, c'est un petit tableau qui est au musée. Donc, c'était également, voilà, l'ivrogne reconduit par les siens. Donc, on voit derrière la taverne, qui est le lieu par excellence. Aussi où on va jouer aux cartes. Et au XVIe siècle, on va avoir une multiplication de ces lieux de débit de boissons. Enfin, il y a une explosion, disons, de ces lieux. On va avoir aussi à Venise l'apparition des casinos. Enfin voilà, vraiment des lieux qui vont être un petit peu dédiés au jeu. Encore aujourd'hui, on joue au café. Bon, quelque part, ça commence réellement à ce moment-là. Et puis on voit le petit personnage devant avec une espèce de Cornelius Flamand, j'oublie le nom. Voilà. Donc la condamnation, là on a François Ier, voilà, tout ce qui a contribué à faire de la carte à jouer un petit peu cet objet un peu ambivalent, à la fois va provoquer la colère. On voit Ira là, derrière, qui va provoquer toutes sortes de choses répréhensibles. Voilà l'insouciance. Donc on a toujours les cartes avec le tric-trac, etc. Mais parallèlement, il va y avoir une valorisation des jeux, plutôt des jeux de table, mais aussi un petit peu des jeux de cartes. À partir du moment où on va mettre en avant leur aspect éducatif. Et d'ailleurs, Rabelais en parle. Donc dans la fameuse, ce fameux 22e chapitre, c'est un petit peu avant que Gargantua, enfin, l'éducation Gargantua soit prise en main par Ponocrates. Et c'est là où, a priori, il va jouer à tous ces jeux. Après, on va voir, et notamment dans l'abbaye de Thélème, enfin, il y a des jeux qui vont, même si on peut jouer à ce qu'on veut, et de fait, il dit aussi, Rabelais, que le seul temps perdu, c'est le temps qu'on passe à regarder tourner les heures. Donc, on ne parle pas du jeu en l'occurrence, donc quelque part on peut jouer, mais c'est vrai qu'il y aura quand même une valorisation des jeux, entre guillemets, plus de réflexion, des jeux éducatifs. On va avoir, là, je ne montre pas des images, mais on va avoir Thomas Murner. Enfin,
on va avoir des cartes qui vont être, dont le dessin va être comment dire, un support mnémotechnique en fait pour se souvenir par exemple de tel texte de loi dans de telle page. Enfin voilà, c'est avec des espèces de symboles en fait. On est dans un univers qui est proche aussi de ce qu'on va retrouver sur les cartes à jouer. Voilà, le fils prodigue, hein, on voit les cartes à jouer sur la table devant. Là, c'est dans un livre d'heures de Charles Quint. C'est un thème qu'on va beaucoup retrouver dans les représentations de joueurs de cartes, c'est-à-dire le vieil homme, et puis avec des femmes qui vont plutôt essayer de lui dérober son argent, hein, c'est le but. Donc il va faire pénitence à la fin parce qu'il s'est adonné au jeu, mais on voit que voilà, il prend son argent. On a énormément de scènes comme ça. Il y a un livre assez amusant de Noël Dufay, qui est un contemporain de Rabelais, qui parle ça je vais revenir tout à l'heure, mais la façon dont il a pu se faire avoir justement en jouant aux cartes. Il y avait déjà très très vite tout un tas de dispositifs pour tricher. Là c'est une illustration du deuxième commandement. Alors tu ne jureras pas, hein, chose comme ça. Et juste ce qui est intéressant, parce qu'ils ont bon voilà, il y a un drôle de signe avec les mains, et ça c'est peut-être un geste lié au jeu. Alors pour l'instant c'est point d'interrogation, on le retrouver sur une autre gravure, donc il y a peut-être une signification. Il y a ça. On va voir que aujourd'hui les jeux les plus en vogue, entre guillemets, c'est entre le poker ou le bridge, c'est des jeux où l'idéal, c'est on dit poker face, il faut montrer le moins de signes possible, il faut être le plus discret possible. C'était pas du tout le cas à ce moment-là. Et c'est plutôt des jeux où on parle, on fait des gestes, on fait des. Tout à l'heure, je vous reparlerai de l'aluette, on se fait des signes, enfin, etc. Quand on se montre son jeu. Enfin, voilà. Le jardin des délices, donc là, le jeu qui est conduit en enfer. Donc c'est le panneau de droite, hein, du grand panneau du jardin des délices. On voit les petites cartes là, qui sont en bas, et puis sur la table aussi des marques pour marquer les manches. Donc ça c'est aussi lié à certains types de jeux où on va plutôt des jeux de plis où on va gagner une manche, et puis au bout de 5 manches on va gagner un jeu, enfin, etc. Donc on grave comme ça sur la table. Voilà, donc, plusieurs exemples, mais pour dire que la carte à jouer devient presque un élément incontournable en fait, hein, dès qu'on montre des scènes de liesses populaires, de fêtes, etc. Donc on va avoir des cartes à un moment donné quelque part. Et donc là, on les voit. Encore un autre exemple, le triomphe de la mort. Donc toujours le jeu, le trick-track avec le. Voilà. Et le jeu comme sujet évidemment de discorde et de bagarre. Alors dans les différents types de jeux qu'on va retrouver dans la liste de Rabelais, il y en a un jeu qui s'appelle la carte virade, et qui est c'est un des jeux dont parle d'ailleurs Noël Dufay. C'est un jeu qui est très proche du jeu du bonneto avec le gobelin. En fait, on a tous vu les gens jouer à ça avec 3 cartes. Et évidemment, il y a plein de complices autour. Et l'idée, c'est de vous faire miser sur une carte. Et si vous avez tombé sur la bonne carte, et ben vous remportez votre mise. Bon, en fait, là, il n'y a pas les cartes. Je n'ai pas trouvé de représentation de ça. Mais enfin, c'est la carte virale, c'est un peu le même système, avec évidemment le complice qui pique la bourse par l'arrière. Voilà, bon. Ces scènes où on voit justement un petit peu de taverne, qui est assez habile, parce qu'on voit la main qui a l'air d'être le prolongement du vieil homme qui se fait séduire, mais en fait c'est elle qui
transmet la bourse à l'espèce de flux qui est. Donc tout ça sont des tableaux du 16e. Un autre jeu, c'est le premier qu'il met dans sa liste, le jeu de flux, alors qui est parfois traité comme le nom d'un jeu, parfois traité comme le nom d'une combinaison dans un jeu. Alors après, voilà. Alors ça peut être 3 cartes de la même couleur. Donc quand vous avez 3 cartes de la même couleur, et ben vous allez pouvoir remporter votre mise, être dans une combinaison supérieure à celle d'un autre joueur. Là, c'est une caricature. Ça serait considéré comme une des plus anciennes caricatures. On a le roi de France au centre, à côté le pape Léon X avec ses binocles. Et l'idée, c'est qu'on se moque des Suisses, enfin, qui n'ont pas de roi. Et donc la légende, alors ça c'est une copie, mais sur le texte original, c'est marqué « C'est grand orgueil à un pauvre coquin de vouloir jouer contre prince au flou ». Donc c'est une des premières références aussi à ce jeu qu'on va retrouver dans la liste de Rabelais. Alors après le flux, il y a la prime. Jeu de la prime. Alors là, on est en Angleterre. Il joue avec un jeu français. On ne peut pas voir là sur le tableau, mais en fait, c'est un tableau très 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 détaillé. Puis là, il y a sur la boîte, il y a le nom du fabricant Cartier, qui est un fabricant français. Donc, les jeux avec des cartes françaises. Le jeu de la prime, c'est aussi un jeu de combinaison. C'est un petit peu l'ancêtre du poker. À la fois, on fait des combinaisons. Alors, la prime, c'est une combinaison où il faut réunir 4 cartes de 4 couleurs, de la même hauteur, mais de 4 couleurs différentes. Et aussi, des points sont attribués aux cartes. Donc, on peut annoncer une prime, et puis, en fonction de la valeur des cartes, on a 2 points. Et comme ça, on peut surenchérir les uns sur les autres. Mais il y a aussi, dans le jeu de la prime, une combinaison qui s'appelle le flux, avec des cartes de même couleur. C'est un jeu qui a été beaucoup représenté, donc aussi dans ce fameux tableau du Caravage. Là c'est dans un sens différent, on a aussi un peu le même signe, mais je pense que là c'est pas la même chose. Donc voilà, le tricheur, Noël Dufay, tout à l'heure dont je parlais, il parle même d'un dispositif dans une taverne. Qui passait sous le parquet, donc en fait en faisant des secousses, en fait il pouvait informer son partenaire du jeu. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière pour regarder le jeu de l'adversaire, et puis il pouvait communiquer de cette façon. Voilà ce petit signe. Alors il y a un autre jeu qui est dans la liste de Rabelais qui s'appelle le guet ou le jet, et ça peut être. Alors, tout ça, on ne sait pas trop bien. Dans les commentateurs, il y en a qui disent que le jet, c'était une forme de brelan normand. Bon, on ne sait pas trop. Moi, je le vois bien dire jet aussi. Enfin, voilà, pour dire j'ai une combinaison. Après, c'est une paire. Voilà. On n'en sait rien. J'ai mis en gros une carte, a priori, joue. Donc, c'est des. Bon, Béam, c'est la Béam, c'est un allemand. Donc, voilà. Enfin, probablement le type de carte avec lequel il jouait. Au musée de Cluny du Moyen-Âge, il y a un magnifique coffret de jeu, sans doute le plus ancien coffret de jeu qu'on connaisse. On avait des coffrets avec jeux de dames ou échecs, et puis à l'intérieur tric-trac. Mais là, il y a tout un ensemble de jeux. Il y a les échecs, les règles, tric-trac, et le jeu de Glick, qui est un autre jeu qui est dans la liste de Rabelais, avec indiqué dessus, donc ça serait le plateau du jeu de Glick, avec aussi un certain nombre de combinaisons et de termes qu'on va retrouver dans la liste de Rabelais, comme la ronfle, il y a pille-tout, mais dans la liste de Rabelais, il y a la pille, la séquence, mariage. Donc voilà, donc, tout ça pour dire qu'effectivement, dans cette liste de Rabelais, c'est vraiment un mélange, on ne peut pas réellement dire qu'il y a 30, je ne sais plus exactement, peut-être 33 jeux, il y a des termes, on ne sait pas trop. Et même, il y a un jeu qui s'appelle Mariage, on
peut se dire c'est peut-être un jeu de cartes, mais ça peut être aussi un jeu de dés, peut-être, ou ça peut être autre chose. Hein. Il y a des termes où on sait qu'on parle de cartes, et d'autres qui sont encore un peu... on ne peut pas être certain. D'ailleurs, par exemple, le brelan, qui est devenu un jeu de cartes, à l'origine, était plutôt un jeu de dés, le brelan désignant plutôt la piste où on lançait les dés. Ça évolue. Ça, c'est des cartes qui sont aussi au musée, et dans lesquelles on retrouve sur les cartes des termes du jeu de Glick. Donc, difficile à lire, mais on voit sur le roi, c'est honneur, parce que quand on avait une combinaison de rois, on disait honneur au roi. Et quand on avait une combinaison avec des dames, c'était révérence à la dame. Ça, c'est des très jolies cartes de fin du XVe siècle. Donc on est vraiment au tout début des premières cartes françaises. Elles ont été conservées dans un plat de reliure, donc c'est ce qui à la fois permet de les dater, puis qui a permis aussi de les conserver dans un état comme ça. Parce que normalement, on a très peu de cartes de cette époque, parce qu'elles étaient jouées, et usées, etc. Alors c'est souvent parce qu'elles ont pu, c'est sans doute des cartes défectueuses qui ont été réutilisées pour consolider des reliures, etc. On retrouve souvent des choses comme ça. Alors, l'alouette, c'est un des jeux dont il est question dans Rabelais. Rabelais en fait mention d'ailleurs à plusieurs reprises de ce jeu. Alors j'ai mis au tout début un jeu espagnol, donc voilà, de la début 16e, avec la vache. Le jeu de l'alouette est aussi appelé le jeu de la vache. Alors aujourd'hui, le jeu de l'alouette a été pratiqué, il est encore pratiqué dans la région nantaise. À la période, ça peut-être plus... il y a encore quelques années, il est encore aussi pratiqué en Bretagne, dans certains endroits. Enfin, la pratique a tendance à disparaître, mais on y jouait ici, a priori. Donc, je vous parlais tout à l'heure du musée de Chouzé, mais on devait jouer, en tout cas, les bateliers devaient jouer à ce jeu de l'alouette, qui étaient des jeux à enseigne espagnole, mais qui étaient fabriqués pour l'exportation en France, à Thiers ou à Nantes, à La Roche-sur-Yon, et qui étaient exportés, La Roche-sur-Yon c'est après, mais à Nantes voilà, ou à Thiers, dans les grands centres de production quartière français pour le marché espagnol. Et du coup, ceux qui les transportaient jouaient avec ces cartes. Et on jouait avec un jeu très particulier, donc, qui existe toujours. Et je ne sais pas si certains d'entre vous, je ne sais pas du tout si aujourd'hui on joue encore à ça dans la région. Pas ici. Comment? Pas ici, non, en Espagne. Alors, en Espagne, ça fait partie le jeu d'alouette fait partie quelque part, une grande famille de jeux de cartes avec des signes codifiés. Alors, on ne joue pas à l'alouette a priori en Espagne, mais il y a d'autres types de jeux où il y a ce système de signes associés à des cartes. Parce qu'on joue par équipe, et le but, on va compter que les plis d'un des deux joueurs. Donc il faut savoir qui a le meilleur jeu, parce que si on se partage les plis, on affaiblit en fait notre camp. Donc même maintenant dans les tournois d'alouette, ils échangent leurs jeux, ils connaissent les jeux de leurs partenaires, mais sinon, traditionnellement, on faisait plutôt des signes, toutes les plus fortes cartes étant associées à justement un petit signe. Alors il y a monsieur, madame, le borgne, la vache. À chaque fois qu'un signe, la vache on fait une espèce de mou, le borgne on cligne de l'œil, voilà, monsieur on lève les yeux comme ça, enfin voilà, on a des petits signes, il ne faut pas se faire voir des autres de l'autre équipe, et on sait comme ça quel est le jeu de son partenaire. Alors en Espagne il y a des jeux comme ça, en Pays Basque il y a un jeu aussi qui s'appelle le mouche, qui est toujours très pratiqué, avec aussi ce système entre guillemets, de triche codifiée. Et il y en a d'autres aussi en Italie, la Vescola, le Vatel en Autriche, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de jeux qui sont... C'est sans doute un très ancien, justement, cet aspect de triche codifiée, cet aspect d'expression, justement, à l'intérieur du jeu. Également le tarot, j'aurais pu vous la montrer tout à l'heure, mais ça c'est une fresque à la Casa Borromeo à Milan. Donc on pense qu'il joue au tarot, parce qu'ils ont des grandes cartes à la main.
En tout cas, c'est une fresque de 1440, et là on est vraiment, a priori, au moment de la naissance des cartes de tarot telles qu'on les connaît. Donc c'est un jeu, entre guillemets, normal, sauf qu'il y a 4 figures au lieu de 3. Il y a roi, dame, cavalier, valet, et puis il y a une suite de 22 cartes qui est ajoutée, et qui est née justement d'un jeu antérieur, c'était la triomphe, c'est-à-dire l'apparition de la notion d'atout. Ça fait partie aussi dans l'évolution des jeux, je parlais des jeux de plis, des combinaisons, etc. Et il y a aussi cette notion d'atout, où tout d'un coup, à un moment donné, c'est une couleur qui va être supérieure aux autres. Donc elle va être déterminée, par exemple, on distribue des cartes, on retourne la dernière, qui va donner, en cœur, ce sera la couleur d'atout, ce qui fait que vos cartes de cœur seront supérieures à l'ensemble des cartes des autres couleurs. Et ça va donner lieu aussi au tarot, où on va créer pour le coup une suite de cartes supplémentaires, de 22 cartes, qui seront ces cartes supérieures à l'ensemble des autres cartes du jeu. Alors ça c'est aussi une carte qui est au musée, une carte du chariot, donc extrêmement précieuse, une carte enluminée. Donc j'en profite pour dire qu'on fait à la fin de l'année une exposition sur les tarots enluminés de la Renaissance, et où on emprunte, donc c'est très très rare, il y a quelques centaines de cartes qui subsistent, mais ça c'est une carte d'atout, ça correspond, si vous connaissez le tarot de Marseille, qui est maintenant plutôt utilisé pour le tarot divinatoire, mais on a le chariot. Donc on a ce chariot avec 7 personnages, c'est aussi la carte numéro 7 dans le tarot de Marseille. Donc carte très très précieuse. Là c'était pour... on a longtemps cru que c'était pour la famille d'Este, en fait ça c'est plus probablement... maintenant on considère que ça vient d'un atelier milanais. Et probablement c'est un jeu un petit peu de grand luxe. Donc on ne sait pas très bien si on jouait avec, sans doute on ne tapait pas le carton avec, mais il y avait peut-être certaines formes de jeu avec. On ne sait pas. En tout cas, parallèlement, et à peu près rapidement après, on va avoir aussi des jeux de tarot qui seront gravés et qui seront du coup avec lesquels on pourra jouer beaucoup moins fragile. Comme cette feuille là qui date de la deuxième moitié du 15e, donc on n'est pas longtemps après ces premiers tarots enluminés. Je ne sais pas si vous voyez, mais enfin bon, on reconnaît, voilà, il y a la mort, le diable, la roue de fortune, etc. Donc on a ces atouts qu'on retrouve aujourd'hui dans le tarot de Marseille. Voilà, ça c'est aussi une fresque donc 1550, tarot Kino, qui est une variante du tarot. Donc on a ce tarot qui apparaît dans les années 1440. On va avoir différents modèles qui vont apparaître. Je ne sais pas du tout si vous voulez l'heure, mais ça va. C'est aussi un jeu avec des atouts. Il y a un petit peu moins de cartes, mais bon, c'est une variante. Si vous voulez du tarot, on avait aussi le Minkiat, où là il y a plus de 40 atouts. Et donc pour finir, donc, je vous ai parlé de cette liste de cartes, mais qui n'est pas exhaustive. Je crois d'ailleurs qu'il y a un auteur allemand qui va reprendre un petit peu Gargantua, qui s'appelle Fischart, c'est ça. Et je crois qu'il y a une liste de plus de 400 jeux. Alors j'ai pas pu comparer la liste de ces jeux, mais où il y a a priori beaucoup plus de jeux. Mais néanmoins, je voulais vous montrer ça parce que c'est des jeux régionaux et qui ne sont pas forcément très loin d'ici. Et certains sont très anciens, donc il y a l'Alouette que j'ai mis au milieu. Et alors le Troute, c'est un jeu qui se joue dans le Gâtinais, donc du côté de Parthenay, et qui, a priori, serait aussi très ancien, peut-être de l'époque peut-être du XVIe siècle, on ne sait pas très bien. Ils avaient une confrérie des joueurs de trucs qui a disparu, donc maintenant c'est une pratique quasiment en voie de disparition, mais il y a un éditeur qui s'appelle Robin Red Games, de mémoire, je ne sais pas trop, qui essaie de relancer le jeu de trucs, et du coup il a créé un jeu avec des nouveaux dessins
comme on fait aujourd'hui, maintenant on crée un jeu de société, on fait en gros un jeu, une règle. Donc, ce qui était fantastique avant, c'était quelque part, c'était qu'on avait un jeu de cartes et puis on avait des centaines de règles. Vous n'imaginez pas le nombre de règles différentes qu'on peut avoir peut-être avec les cartes à jouer. En tout cas, voilà, il a créé un jeu dédié au truc et il reprend, il donne les règles, etc. Il essaye de relancer cette pratique du jeu qui se joue depuis des siècles en fait dans cette voilà, du côté de la Leuvenant, enfin j'ai mis voilà, on n'est pas très très loin de Chinon. Et puis de l'autre côté, à Lavardin, du côté de Vendôme, on joue à la chouine. Donc c'est aussi un jeu à deux. Alors j'ai pas dit le Trout, ça fait aussi partie d'une famille de jeux donc, qui peut être liée aussi avec ses relations avec l'Espagne, qui vaut pour l'Alouette, apparemment aussi qui vaut pour le vin. Je sais pas, j'ai lu, je crois, à propos du musée de Chouzet, qu'il y a des cépages bretons, ou je sais pas, je suis pas spécialiste. Enfin, en tout cas, la Loire est un comment dire, une voie commerciale très, très importante, et sans doute aussi des jeux ont circulé par cette voie. En tout cas, le Trout, il est connu aussi en Catalogne, il s'appelle Trouc, et également dans toute l'Amérique du Sud, c'est Truco, etc. Donc c'est un jeu qui est toujours pratiqué aujourd'hui. Et puis la chouine, alors la chouine, ils ont à Lavardin, ils font tous les ans un championnat du monde de la chouine, et c'est un jeu aussi qui a ils ont une école de chouine, ils enseignent la chouine aux enfants, etc. Et c'est un jeu, je ne connais pas en France d'autres jeux un petit peu du même type qui soient encore pratiqués aujourd'hui. Par contre, ça correspond aussi à une famille de jeux qu'on trouve en Allemagne, dans les pays de l'Est. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi je l'ai découvert, parce qu'en animation, on connaissait un jeu bulgare qui s'appelle le Santassé. Et un jour, il y a une enseignante qui nous a dit « Ah, mais je connais ce jeu, c'est la chouine. » Et effectivement, avec un principe de jeu, en Bulgarie, on joue avec un jeu de 24 cartes, là c'est 52 cartes, mais avec pareil, il y a deux phases. Une phase où on joue ce qu'on veut, et la plus forte carte l'emporte. Tant qu'il y a de la pioche, on refait sa main. Et quand il n'y a plus de pioche, là on joue, et là il faut, si on demande une couleur, il faut jouer à la couleur, etc. Enfin, c'est un principe vraiment identique. Et c'est ça je vais conclure un petit peu là-dessus, mais c'est ça que je trouve assez merveilleux et en même temps mystérieux avec les cartes à jouer, c'est toutes ces circulations de jeux qu'on a réellement, vraiment... Alors ça c'est une vidéo, bon, ça c'est une vidéo, je ne peux pas... Si on a le temps. Ah, mince. C'est un plat qu'on va présenter à l'exposition, plat de joueurs de tarot qui appartient au Louvre et qu'on présente à l'exposition en décembre. Voilà, c'est cette circulation en fait qui n'a pas laissé de traces dans l'écrit, même dans les représentations, mais on le voit à travers, ou très peu, et on voit qu'à travers les pratiques de jeu, on voit des similitudes, des principes de jeu qui sont identiques dans un jeu qui se joue en Finlande, et puis un jeu qui va se jouer en Autriche, je ne sais pas. Enfin, voilà, on voit qu'il y a des échanges. Des échanges, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'échanges avec le monde entier, mais par exemple, il y a une chose qui est... Pour revenir sur cette histoire d'origine, il y a un jeu espagnol qui se joue aussi en France, qui s'appelle l'Ombre, où il y a un système très très étrange et qui n'a pas tellement de sens d'un point de vue ludique. C'est-à-dire que l'ordre des cartes dans les couleurs noires, ça va être, alors je simplifie parce que c'est pas exactement ça, mais l'idée c'est ça, ça va être roi, dame, valet, 10, 9, 8, etc. Alors que dans les couleurs rouges, ce sera le contraire, ce sera roi, dame, valet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais en termes de jeu, ça ne change rien, il suffit de savoir qui est plus fort que l'autre. Et bien ça, on va le retrouver dans les jeux indiens, qu'on appelle Ganjifa, et où on a la moitié des suites, on va avoir le chat, le vizir, et puis 19-8 sur certaines suites, et puis sur les autres, ce sera l'inverse. Donc voilà. On ne peut pas imaginer que ça a été imaginé
séparément. Donc il y a forcément eu une connexion à un moment donné, mais on ne sait pas bien quand et on ne sait pas bien comment. Voilà, je vous remercie. Oui. Et quand est-on passé du jeu à la divination? Alors, il y avait quelques éléments, notamment en Espagne pour le moment. Peut-être qu'on va découvrir d'autres choses par la suite. Une pratique divinatoire avec des cartes à jouer, mais pas des tarots, mais avec des cartes ordinaires. Et la pratique de la cartomancie, elle apparaît réellement, en tout cas, elle devient réellement visible à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec deux auteurs français qui sont Éteillat et Courte de Géblin. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les tableaux, les représentations. Si vous voyez des tableaux, des gravures, etc., avec des diseuses de Bonaventure, souvent la plupart du temps des femmes, elles lisent tout le temps les lignes de la main. Vous ne verrez jamais de cartes avant le XVIIIe. Et à partir de la deuxième moitié du XVIIIe, et puis après Éteillat, après Courte de Géblin, et puis après Mademoiselle Lenormand, etc., le prestige qu'elle va, notamment elle, va acquérir, à partir du XIXe, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que les représentations des diseuses de Bonaventure, ce sera systématiquement, quasiment, avec des cartes à jouer. Et ça, c'est toute une histoire. En fait, pour le tarot divinatoire, c'est Courte de Géblin, donc, qui était franc-maçon à Paris, à la loge des Neuf Sœurs, donc une loge un peu d'érudits, il y a pas mal de personnalités là-dedans. Il écrit, il y a Benjamin Franklin et d'autres, et il va écrire un ouvrage en plusieurs volumes, très très important, qui s'appelle Le Monde primitif, et il va consacrer un article sur les tarots. D'ailleurs, auquel il va agréger les cartes d'Alouette, en disant la vache qu'on voit, en fait c'est Apis, enfin voilà, parce que son idée, c'est que tout vient de l'Égypte. Le tarot, en fait, vient d'origine égyptienne, ce sont des hiéroglyphes qu'on ne sait pas décrypter. Et voilà, il va lancer un petit peu cette idée-là, qui va lancer le côté un petit peu divinatoire, mais pas le côté érudit, c'est-à-dire juste l'idée qu'il y a quelque chose d'un petit peu de magique autour de ces cartes. Mais ce sera après Eliphas Lévy, dans les années 1850, 1856, il s'appelle Dogme mérituel de haute magie, qui va reprendre un petit peu ce qu'a imaginé ou inventé, disons, Courte de Géblin, qui tenait sans doute aussi de ces cercles, hein, mais on ne sait pas très bien, et qui va faire qu'on va aussi s'intéresser à l'interprétation de l'image. Parce qu'on va avoir des pratiques divinatoires ou quelque part des cartes sont associées, par exemple au XVIe siècle, mais c'est pas réellement de la cartomancie, c'est pas réellement de la cartomancie. Ça doit être plutôt un générateur ça pourrait être des dés en fait. Et on va avoir par exemple un album, alors je crois que c'est Laurent L'Esprit, je ne suis pas sûr, Laurent dit oui, où vous allez avoir un certain nombre de questions, par exemple, qui vous sont proposées. Est-ce que je vais me marier cette année? Peut-être pas du tout ça, hein, enfin, pour donner, je ne me souviens plus, pour donner une idée. Et donc vous choisissez la question numéro 15, c'est celle qui vous intéresse, et puis vous allez tirer une carte. Et l'association de la carte et du chiffre va vous emmener dans le livre à telle page, et là vous aurez un petit quatrain qui se veut prophétique, enfin d'une certaine manière. Mais on s'intéresse pas du tout à... Enfin, voilà. Pour moi, quand on parle de cartomancie, c'est que vraiment on s'intéresse à l'interprétation de l'image. Et ça, je dirais, c'est vraiment... On dit tout le temps, voilà, Courte de Géblin, mais c'est presque à partir d'Eliphas Lévy, puis après tout le mouvement occultiste du 19e, où là, vraiment, on va s'intéresser à ça. Y a-t-il une volonté de questions ou
interpellations. Il fait très chaud. C'est moi. Non, qu'une... Moi, je veux bien. Vous avez parlé au début de ce qui se passait dans le monde, en Chine, en Inde. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rebrosser un petit peu le paysage au début du 18e Au début du 18e Au 18e. Oui, au début du 18e. Au XVIIIe siècle, il y a des cartes à peu près partout, sauf peut-être en gros dans les grandes traditions cartières. Évidemment, c'est l'Europe. On va dire c'est l'Europe, l'Inde, la Chine et le Japon. Dans tous les pays en Amérique, en fait, dans le sud, en Amérique du Sud, on joue avec des cartes de type espagnol. Et en Amérique du Nord, on va jouer des cartes de type anglo-saxonne ou française. Et en Afrique, apparemment, on a très très peu de choses, sauf le Maghreb, qui va jouer avec des cartes de type espagnol. On joue à la ronda, à la shkoba, etc. Et ça, c'est des jeux qui sont toujours très très pratiqués, malgré. C'est vrai que là, le poids dans le monde musulman, la religion qui est beaucoup plus fort, qui va contribuer à faire que la pratique du jeu va être beaucoup plus cachée, mais elle existe. C'est peut-être un peu décousu ce que je dis, mais enfin, en Iran par exemple, on pense qu'il y avait des cartes, sans doute début 16e siècle. Ce qu'on sait, c'est que les cartes vont être introduites en Inde via l'Empire moghol, donc au tout début du XVIe siècle, et on a, qui sont conservés à la Bibliothèque nationale d'Autriche, des miniatures qui semblent réellement être des cartes à jouer de grande taille, un petit peu de l'équivalent de nos cartes de tarot très luxueuses. Je vais montrer comme les cartes du chariot. C'est des cartes qui font à peu près 17-18 cm de haut. Donc on avait... mais très très rapidement, ça va être condamné, et ce type de carte qu'il pouvait y avoir peut-être en Iran, va continuer par contre d'exister et d'être fabriqué jusqu'à aujourd'hui en Inde. Donc c'est comme ça qu'on a un petit peu des informations sur les types de jeux qui étaient pratiqués là, mais même en Inde, ça disparaît maintenant. Justement, quand j'avais fait l'exposition sur les cartes indiennes, j'ai cherché des photos de joueurs, etc. Donc j'ai trouvé des photos de joueurs, et je joue beaucoup dehors. En tout cas, les photos que j'ai trouvées, c'était la plupart souvent en extérieur, dans tous les pays, dans l'Odisha, donc au nord-est, dans le Rajasthan, dans le Maharashtra, etc. Partout, ça joue aux cartes, mais partout, ils jouent avec des cartes, entre guillemets, européennes. Et il y a quelques artisans qui continuent la tradition des cartes indiennes, qui étaient des cartes peintes à la main. Mais il y a un collectionneur anglais qui on a travaillé, qui s'appelle Jeff Hopwell, qui disait, qui est beaucoup allé là-bas, qui a collecté des jeux, et qui disait que les seuls gens qu'il a vu jouer réellement, c'est les fabricants de ces cartes. Voilà, mais c'est vrai que progressivement, c'est venu plutôt de l'Europe, notamment. Cet intérêt, entre guillemets, pour ce patrimoine, il est plutôt venu de chercheurs européens, notamment un Allemand, Rudolf von Leyden. Et maintenant, ils commencent à s'y intéresser, et on voit dans la collection des musées, enfin, voilà, ils commencent à montrer ce genre de jeu. Enfin, il y a 50 ans, ça servait plutôt pour mettre sous la table. Et sur l'enjeu de ces jeux, est-ce que vous avez des indications? Est-ce que c'est toujours de l'argent? Est-ce que c'est autre chose? Alors, en tout cas en Europe, c'est pratiquement tous les jeux sont associés à de l'argent. Évidemment, on joue de l'argent. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles c'est mal vu. Mais on joue énormément d'argent. Je pense que le fait de ne pas plus jouer de l'argent, ça je ne sais pas, c'est une grosse hypothèse, mais enfin c'est un phénomène relativement récent, avec l'essor des jeux de société et tout ça. C'est vrai que maintenant on joue plus facilement sans forcément qu'il y ait un enjeu, mais c'est aussi parce que peut-être aussi que les jeux ont gagné en complexité. Enfin, il y a aussi un intérêt qui est apparu aussi dans
le jeu lui-même, alors qu'on va avoir au départ beaucoup de jeux très très simples qui sont presque des jeux de paris. Hein, des jeux Avec beaucoup de hasard. avec beaucoup de hasard. Voilà, d'emblée, on distribue les cartes, on regarde sur la décombinaison, et déjà d'emblée, on gagne ou on perd sa mise. Après, éventuellement, il y aura ce qu'on appelle le jeu de la carte, et puis des enjeux supplémentaires. Mais oui, a priori, on joue de l'argent tout le temps. Alors, l'enjeu étant de continuer la soirée, nous allons devoir interrompre Ouais, mais j'aurais bien aimé qu'on joue, mais bon. cette présentation en remerciant Gaël de son exposé riche. Ouais, j'espère que je n'ai pas trop perdu, parce que c'est vrai que c'est très riche. C'est vrai que j'avais envie de montrer pas mal d'images, peut-être trop, mais